Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'épistémologie sociale en tant que nouvelle perspective ou programme de recherche en philosophie de la connaissance. Je vais me poser principalement une question très globale, à savoir l'épistémologie sociale peut-elle être considérée donc, comme une nouvelle perspective ou comme un programme de recherche, et quels problèmes, quelles questions se poser cette question et répondre oui ou répondre non quels problèmes peuvent émerger. Donc c'est une question qui a déjà fait l'objet de certains traitements, en particulier par Alvin Goldman lui-même. Je pense à la discussion avec Alston, avec son article sur le fait que l'épistémologie sociale soit vraiment de l'épistémologie ou pas. Donc il y a des discussions dans ce domaine. Il y a aussi l'article de Pascal Angel de 2007 sur le caractère alétiste de l'épistémologie sociale. Donc je m'inscris dans ces discussions, je vais répéter un certain nombre de ces choses, j'espère pas ennuyer les personnes en question, les personnes qui connaissent les débats, mais j'espère aussi apporter des choses qui seront plus novatrices. Donc je vais commencer par un petit historique. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une capture d'écran d'un outil de Google qui s'appelle Ngram, et qui permet de rechercher les ouvrages, donc même les ouvrages anciens. En fait, c'est tous les ouvrages qui ont été numérisés par Google. On peut rechercher des occurrences de termes, de mots. Donc j'ai essayé avec Social Epistemology, et voici le résultat. Donc c'est pas un outil que je qualifierais de scientifique, parce que le résultat dépend des ouvrages qui ont été numérisés. Et un ouvrage qui a été numérisé, qui est paru, mais qui n'a pas eu beaucoup d'influence, a le même poids qu'un ouvrage qui, par contre, a fait beaucoup parler de lui. Donc c'est un outil qui pose plein de problèmes, et je ne considère pas ça comme étant quelque chose qui a vraiment une valeur significative, mais ça a une valeur d'illustration, même s'il ne faut pas le considérer comme étant pertinent en tout point. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette courbe? On peut voir que le terme épistémologie sociale apparaît. Alors, il apparaissait avant, il apparaît en 1950 à peu près, même si on peut trouver d'anciennes occurrences sans doute. Mais en tout cas, pour Google, entre 1950 et 1965, il n'y a pas grand-chose. Et il y a un pic autour des années 70-75. Et ce pic retombe et se redéveloppe quelque part vers les années 90, 95, 2000. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'expliquer cette courbe? On peut l'expliquer par le problème principal d'épistémologie sociale, à savoir sa définition, sa capacité à être définie. Et il y a deux courants majeurs en épistémologie sociale. En tout cas, on peut considérer qu'il y en a deux. Il y a à la fois l'épistémologie sociale conçue comme une étude sociologique et plutôt socio-constructiviste des sciences et de la connaissance. Et ce courant est manifesté par la première courbe, majoritairement, même si on en retrouve dans la suite de la courbe, par le premier pic, je vais dire. Si on regarde les ouvrages qui sont dans ce premier pic, c'est des ouvrages de commentaires, de textes de sociologie. C'est souvent des ouvrages de commentaires de Marx ou Feuerbach, donc, qui parlent d'épistémologie sociale pour décrire a posteriori des travaux qui ont été faits. Et donc c'est un courant qui est plutôt relativiste, et dedans on peut mettre Kuhn, Latour, voire Foucault ensuite. Ces personnes-là ont été à un moment intéressées par le terme épistémologie sociale, même si elles ne l'utilisent pas forcément. Là, je vais m'intéresser à un autre courant qui commence plus tard, qui commence vers les années 90, avec Gilbert, qui se prolonge avec le regain d'intérêt sur les enquêtes sur le témoignage, avec Cody, avec d'autres personnes, comme Craig aussi, en 80, 90, 92, 89. Donc, je ne vais pas m'attaquer à cette distinction entre deux types d'épistémologie sociale. Je vais juste souligner qu'il y a deux buts différents. Il y a un premier but qui est descriptif, qui est sociologique. En philosophie, on dirait qu'il y a une tendance relativiste. Mais en tout cas, le but, c'est pas normatif, c'est pas un but normatif, c'est un but explicatif. Donc, je ne rentre pas dans ce débat, mais je me contente de dire que mon but ici, c'est d'essayer d'étudier une épistémologie sociale qui se veut normative et prescriptive pour l'action. Donc je vais procéder en 4 points. Je vais commencer par caractériser l'épistémologie sociale de Goldman, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette épistémologie. Je vais la discuter et souligner un problème qui est lié à sa conception
de la connaissance comme étant issue de processus fiables, selon moi. Et je vais utiliser un exemple, le problème d'une novice et des deux experts, qui est aussi théorisé par Goldman, pour essayer de montrer en quoi ce fiabilisme pose problème pour la définition d'une épistémologie sociale. Ensuite, j'essaierai de proposer une alternative, une épistémologie sociale non fiabiliste, qui va utiliser des éléments de l'épistémologie des vertus. Et pour finir, je soulignerai des problèmes de l'épistémologie sociale non fiabiliste, et je proposerai une méthodologie qui sera très succincte, juste un programme de recherche, pour développer une épistémologie sociale non fiabiliste qui répond aux problèmes de l'épistémologie des vertus qu'on va mentionner. Donc, je commence par la caractérisation de l'épistémologie sociale. Donc, cette épistémologie sociale, donc, elle est formalisée par Goldman dans l'ouvrage qui est bien connu, Knowledge in a Social World, 99. Et sa motivation, c'est essentiellement de critiquer l'épistémologie classique ou traditionnelle comme étant trop centrée sur l'individu et négligeant le caractère social de la connaissance, le caractère épistémique du groupe, des interactions sociales, des institutions comme l'université, l'école ou d'autres institutions. Donc, la motivation, c'est une sorte d'anti-individualisme, et la conséquence, c'est la volonté de développer une épistémologie qui ne serait pas centrée sur l'individu, mais au contraire, qui parviendrait à expliquer les croyances de groupe, les croyances collectives. Voilà. Donc, il y a tout un attirail théorique, et Goldman commence par séparer l'épistémologie sociale qu'il veut proposer en 3 branches. Il nous dit qu'il faudrait d'abord développer une épistémologie sociale centrée sur l'individu, ses interactions. Cette épistémologie sociale a déjà été développée par des personnes qui travaillent par exemple sur le témoignage, sur le désaccord rationnel. Donc ce n'est pas des questions qui sont nouvelles en philosophie, c'est des questions qui remontent à Platon. Cette épistémologie sociale, elle est déjà présente même si on ne lui donne pas le terme d'épistémologie sociale. Par contre, l'épistémologie sociale centrée sur le groupe, avec des problèmes comme les problèmes d'agrégation des jugements, les problèmes de définition ontologique du groupe comme sujet de connaissance ou pas, donc des problèmes d'ontologie sociale, ça c'est des questions qui sont plus nouvelles, même si il y a des prémices dans l'histoire de la philosophie. Et la dernière branche, celle qui est sans doute la plus novatrice pour Goldman, mais aussi la plus problématique, c'est l'épistémologie sociale qui est centrée sur les institutions, sur les systèmes épistémiques, et il s'agit d'étudier l'école, l'université ou Wikipédia, en tout cas des institutions qui ne sont ni des groupes ni des individus, et les étudier en tant que fournisseurs de connaissances, générateurs de connaissances, et voir en quoi on peut parler de connaissances par rapport à ces branches. Donc, si on prend l'épistémologie sociale goldmanienne, pour l'instant, je vais rester sur la première branche, et cette première branche, elle est caractérisée par un ensemble d'adhésions, par l'adhésion à un ensemble de thèses en philosophie de la connaissance. La première, c'est l'externalisme. L'épistémologie sociale se veut une épistémologie post-Gettier. Et pour répondre au problème du Gettier, Goldman ne veut pas ajouter une 4e clause ou raffiner la définition de la connaissance. Au contraire, il veut changer la manière dont on définit la connaissance. Pour lui, ça va être en termes de fiabilité. Donc on ne cherche pas à se placer du côté de la justification des agents, mais on va essayer de trouver d'autres critères, le critère de fiabilité en particulier, pour expliquer la formation des connaissances. Donc forcément, qui dit anti-individualisme dit une importance particulière pour le témoignage, dans le cas de la première épistémologie sociale, la première branche. Donc il faut adopter une attitude qui n'est pas réductionniste, qui ne considère pas que le témoignage soit une connaissance de second ordre par rapport aux connaissances issues de la perception ou d'autres sens. C'est une théorie causale. Je dis que c'est une théorie causale parce que les croyances, pour le fiabilisme de Goldman, sont des états mentaux qui sont causés par un certain type de contexte. Et il y a un parti pris axiologique qui différencie cette épistémologie sociale d'une épistémologie qui serait plutôt sociologique. C'est la vérité comme valeur chez Goldman, mais ça va nous conduire à analyser un certain nombre de problèmes. On va le voir par la suite. Donc Goldman appelle ce focus sur la vérité par le terme véritisme. Et le dernier point, le plus important, parce qu'on va en parler juste après, mais les autres sont aussi importants, c'est le fiabilisme. Donc Goldman essaye de développer sa théorie, son épistémologie sociale, sur le fiabilisme. Alors, qu'est-ce que le fiabilisme ? C'est une manière de définir la connaissance en termes de fiabilité des processus. Donc là, je parle du fiabilisme des processus.
Il y a un fiabilisme à propos de la connaissance, il y a un fiabilisme à propos de la justification. Tous deux sont définis par Goleman, mais Goleman reprend ça à d'autres auteurs comme Ramsey, Unger, Dretske, Nozick. Donc ce n'est pas une théorie qui est très récente, mais son intérêt est relativement récent parce que après Gettier, on considère que c'est une manière de répondre au problème de Gettier. Donc si on essaye de construire cette théorie fiabiliste de manière assez concrète, la première étape pour Goleman, c'est d'identifier les causes de nos croyances. La deuxième étape, c'est de corréler les processus causaux qui ont conduit à la possession de croyances, au fait qu'on entretient certaines croyances, corréler ces processus causaux à des précédents succès ou insuccès épistémiques. Donc par exemple, si je fais confiance à quelqu'un, peut-être que la première fois, il va me mentir. Donc je lui demande à quelle heure est le train, il va me dire 19h, le train à 18h. La deuxième fois que je vais faire confiance à cette personne, pour Goleman, je vais devoir réviser ma confiance parce que j'ai eu un précédent insuccès épistémique. Et il faut que je tienne compte de cela. Et pour moi, le processus faire confiance à cette personne en particulier, pour l'instant, n'est pas fiable. Donc, le dernier point, c'est qu'il faut proportionner la croyance à la probabilité de succès. Donc, dans l'épistémologie sociale de Goleman, il y a une sorte de refus, il y a une sorte d'adhésion au volontarisme doxastique. On pourrait quand même modifier sa croyance dans une certaine mesure par rapport à la fiabilité des processus. Donc si on prend un exemple qui est très trivial, si on demande 10 fois son chemin dans la rue à un inconnu, et que 7 fois sur 10, on trouve effectivement sa destination, donc on peut vérifier la vérité de l'information donnée, à ce moment-là, le processus qu'on identifie comme étant le processus de croyance demander son chemin dans la rue est fiable à 70%. C'est un processus plutôt fiable. Donc notre croyance, la 11e fois, doit être considérée à 70% comme étant une croyance vraie. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, cette manière de voir les choses, et on va les étudier par la suite. Donc maintenant, j'ai mentionné un certain nombre de questions au début. La question sur la place de l'épistémologie sociale par rapport au reste de l'épistémologie, c'est une question qui est centrale et qui a été discutée. Donc dans cet article en particulier, Why Social Epistemology is Real Epistemology. Donc cet article, c'est une réponse de Goleman à Alston, mais ce n'est pas vraiment un argument d'Alston, parce qu'Alston se contente de faire une petite note en disant beaucoup de choses qui sont dans le livre d'Alvin Goleman, Knowledge in a Social World, pourraient être qualifiées comme n'étant pas de l'épistémologie, mais étant autre chose, qui n'est pas forcément pas intéressant, mais en tout cas pas de l'épistémologie. Et Goleman essaye de répondre en lui disant que pour lui, son livre reste de l'épistémologie, mais qu'il faut faire des distinctions dans l'épistémologie sociale. Il faut faire une distinction entre 3 positions, la position révisionniste, préservationniste et expansionniste. Dans la position révisionniste, Goleman place l'épistémologie sociale qui est plutôt qualifiée de sociologie, de socioconstructivisme. Il place des auteurs comme Rorty, qui sont plutôt des auteurs relativistes, Latour, Shaping, et pour lui, cette conception, forcément, ne peut pas être compatible avec l'épistémologie traditionnelle, et c'est même pas une conception d'épistémologie sociale, parce que ces auteurs, souvent, n'utilisent pas le terme épistémologie sociale, à part certains, comme Steve Fuller, par exemple. La position que Goleman préfère, c'est celle de préservationnisme, qui, avec potentiellement une position expansionniste. Le préservationnisme continue les études en épistémologie sur le témoignage, mais les remet au goût du jour, quelque part. Donc on va étudier les processus de confiance, d'autorité, et dans l'esprit de Hume, de Reid, et un certain nombre de philosophes aujourd'hui travaillent dans cette lignée. Là où l'épistémologie sociale devient moins conventionnaliste et pose peut-être plus de problèmes, c'est dans sa théorie expansionniste qui veut qu'on considère le groupe et certaines identités collectives comme étant des sujets de connaissance. Donc on a un parti pris ontologique un peu plus élevé et on a cette question, est-ce qu'il faut imputer des croyances au groupe ou pas? Et une épistémologie sociale expansionniste devra traiter ce problème. Donc on peut voir qu'il y a une sorte de corrélation entre les 3 branches de l'épistémologie et les 2 positions entre les rapports de l'épistémologie sociale et l'épistémologie classique. Si on travaille plutôt dans la première branche, la branche interindividuelle, on va plutôt être préservationniste. Si on travaille dans la 2e et la 3e branche, on va plutôt être tenté par l'expansionnisme. Donc, je vais passer maintenant à une étude de cas de Goleman.
sur un problème d'épistémologie, un problème des relations entre un novice et plusieurs experts. Donc Goldman, dans un article, dans un article de 2001, se demande à quel point on peut croire un expert lorsque nous n'avons pas de connaissances préalables sur un sujet. Donc il essaie de formaliser ça par un problème qui est certes idéal, mais qui pourrait s'appliquer à notre vie de tous les jours. Si l'on postule qu'un novice est confronté à deux experts en désaccord, on peut se demander comment il peut faire un choix qui ne soit pas arbitraire. Comment éviter la dépendance épistémique aveugle du novice aux experts? Et quelle base rationnelle peut-il choisir pour construire sa décision? Donc on peut prendre un exemple, l'exemple d'un homme politique qui doit décider ou non, ou d'une femme politique qui doit décider ou non de soutenir l'abandon de l'euro, par exemple, ou n'importe quelle décision technique. Donc c'est un problème d'épistémologie sociale, c'est un problème du novice deux experts, car forcément il fait intervenir un certain nombre d'aspects sociaux de la connaissance, et c'est aussi un problème d'épistémologie appliquée, donc dans l'esprit du projet de Cody. L'exemple se veut simple, mais ça ne se veut pas un exemple qui n'est pas possible. Là on ne se demande pas, on n'est pas dans le débat par exemple entre réductionnisme et anti-réductionnisme, on cherche à apporter des solutions qui sont des solutions concrètes, et les débats théoriques, quelque part, ont lieu après coup. Donc il y a un ensemble de conditions pour ce problème, des conditions qui sont assez faibles, mais il faut que les explications des experts soient ésotériques. Donc il faut que le novice ne puisse pas comprendre les explications des experts. Si le novice peut se former et devenir lui-même un expert, le problème s'écroule de lui-même. Il faut que le novice n'ait pas d'opinion préalable sur le sujet. Si l'homme politique, par exemple, veut sortir de l'euro, à ce moment-là, peut-être qu'il va être biaisé dans son appréciation de l'expertise des deux individus qu'il a en face de lui. Donc, il faut que le sujet soit un sujet qui demande une certaine expertise. On ne demande pas une opinion, on demande à forger une connaissance. Donc, pour Goldman, un expert, c'est quelqu'un qui a plus de croyances vraies que de croyances fausses dans un domaine donné. J'ai mis cette diapositive parce que c'est une définition qui est contestable et qu'on va contester. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a défini dans cet article. Et il peut y avoir des experts réputationnels qui ne sont pas des véritables experts, mais qui sont des experts en apparence et qu'il faut éviter. Et cette expertise, elle n'est pas passive. L'expertise doit servir à former de nouvelles propositions. L'expertise ne marque pas la détention d'un savoir, mais marque la capacité à former des nouvelles connaissances, des nouvelles propositions par rapport au domaine. Donc la première solution que Goldman va étudier, c'est celle d'un débat entre les experts. Donc on écoute les deux experts débattre et on se forge un avis. C'est une position qui est assez alléchante d'une certaine manière, parce qu'on a l'impression qu'on peut assister à une argumentation et qu'on va pouvoir décider sur des raisons épistémiques. Ça permet une confrontation argumentative, ça donne l'occasion à chacun de défendre sa position, mais on a un certain nombre de problèmes. Si le domaine est technique, le novice risque de ne pas pouvoir comprendre, et il peut y avoir une influence du charisme, de la pédagogie, de la prestance, des choses comme ça. Deuxième solution, c'est faire appel à des méta-experts pour évaluer les experts. Mais on tombe rapidement dans des problèmes de circularité. La troisième solution, c'est identifier les positions qui sont majoritaires au sein de la communauté scientifique ad hoc. Donc, par exemple, chez les économistes, combien d'économistes vont être en faveur de la sortie de l'euro dans le cas précis qui est le nôtre actuellement. Cette position, elle permet d'éviter l'influence d'experts très minoritaires, par exemple, mais Goldman souligne que ce n'est pas parce qu'un domaine est majoritairement pour une solution que cette solution a plus de chances d'être vraie. Il prend l'exemple du débat créationnisme avec le créationnisme aux États-Unis. Il dit ce n'est pas parce qu'il y a un État où il y a plus de créationnistes que ça veut dire qu'il faut faire des lois en faveur de l'enseignement de la théorie créationniste. Et cette solution pousse à une sorte de conformisme intellectuel qui empêche l'émergence de nouvelles connaissances. Donc Goldman va développer sa propre solution qui n'annule pas les trois solutions qu'on vient de voir, mais pour Goldman, c'est quand même une solution qui est meilleure. Donc sans doute que la vraie solution au problème, c'est une sorte de combinaison adaptée au cas particulier des quatre solutions.
Et sa solution, ça va être une solution donc, qui va utiliser le fiabilisme des processus. On va chercher à identifier un expert fiable et on va l'identifier avec son rapport d'activité, son état de service, une sorte de bilan. On va regarder ce qu'il a fait dans le passé et utiliser ces données pour l'évaluer actuellement et dans le futur. Donc on recherche les précédentes décisions des experts et on va essayer d'utiliser ces décisions. Pourquoi elles seraient plus accessibles aujourd'hui que dans le passé? Parce que dans le passé, elles étaient ésotériques. Goldman nous dit c'est parce qu'aujourd'hui, on a plus d'éléments. Donc sur certaines décisions qui étaient ésotériques avant, elles peuvent être exotériques aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir une sorte de vérification a posteriori. Nous avons le recul nécessaire pour l'évaluation de ces décisions. Donc un exemple de cette solution, on prend toujours notre homme ou femme politique qui doit décider ou non de soutenir l'abandon de l'euro. Si il est confronté à deux experts A et B, que l'expert A avait prévu une hausse de la croissance en Europe en 2008 pour un certain laps de temps, cet expert s'est trompé parce qu'il y a eu une crise économique en Europe en 2008 et cela pourrait vouloir dire qu'il en est venu à entretenir cette croyance par un processus qui n'est pas fiable. Il a fait confiance à des personnes qui n'étaient pas dignes de confiance, par exemple. Il n'a pas lu les rapports. Il a construit une position qui est plus politique qu'économique. Donc, en tout cas, cet expert est susceptible de réitérer cette erreur et il est moins crédible que l'expert B si l'expert B, en parallèle, avait prévu cette crise, par exemple. Donc, cette solution, elle est assez intéressante, mais elle a un certain nombre de limites. Elle est restreinte à des propositions prédictives, à des propositions qu'on peut vérifier dans le futur. Elle est restreinte à un certain nombre de sujets, de domaines également. Et on peut se demander quoi faire de l'expert qui se trompe souvent, mais toujours pour des bonnes raisons, quelqu'un qui est vertueux épistémiquement, mais qui, par malchance, défend des positions qui sont toujours s'avèrent fausses. Mais pour des bonnes raisons, pour des raisons épistémiquement valides. Que faire également de celui qui a souvent raison, mais par chance, sans véritable base épistémique? Donc qui tombe sur un bon résultat, qui défend une bonne position, le futur lui donne raison, mais sans vraiment de véritable raison. On pourrait reprocher à ces deux points du fait que dire statistiquement, c'est pas possible d'avoir toujours raison sans base épistémique, et statistiquement, c'est possible de se tromper toujours si, à l'inverse, on a une base épistémique. Et c'est vrai, mais ça soulève quand même un certain nombre de problèmes. Donc, on peut faire une distinction entre deux niveaux de processus épistémique pour expliquer la manière dont Goldman résout cet argument. Donc, on a le niveau 1 qui est manifesté par le point A. Donc, c'est le processus par lequel l'expert en arrivait à soutenir une position. Donc, on se place du point de vue de l'expert. L'expert défend par exemple la sortie de l'euro. Pour lui, il a un ensemble de données qui sont à comprendre par rapport à des théories. Il a eu des interactions sociales, il allait à des colloques peut-être, et l'ensemble de ces données lui ont permis de se forger une connaissance, et un ensemble de connaissances qui le conduisent à soutenir l'abandon de l'euro par exemple. Et on a un processus 2 qui est le processus plutôt du novice, donc le B, et le novice, lui, doit choisir de faire confiance à tel ou tel expert. Donc en gros, ça c'est juste une schématisation du problème. Donc les trois solutions classiques qu'on a vues au début, écouter un débat, demander l'avis majoritaire, faire appel à des méta-experts. Ces trois solutions remontent de B vers A. Donc on essaye de remonter à l'origine du fondement épistémique de la croyance. Alors que la quatrième solution ne cherche plus les causes de la croyance de l'expert, mais elle évalue uniquement la propension à soutenir des propositions qui sont vraies. Donc si on reprend le schéma, on peut enlever la partie A, parce que ça n'intéresse pas le novice, notre position de novice, on s'intéresse juste au résultat. Donc, ce schéma, à mon avis, c'est un problème pour l'épistémologie sociale. Et c'est un problème à cause du fiabilisme. La proposition que j'ai mentionnée, que l'épistémologie sociale fiabiliste évalue seulement la propension à soutenir des propositions qui s'avèrent vraies, et pas véritablement des connaissances, à mon avis, c'est un problème très important. Donc, pourquoi c'est un problème? Parce que ne se concentrer que sur la vérité, et en plus sur la propension à la vérité, ça met de côté un certain nombre de questions, et en particulier, on n'arrive pas trop à comprendre les processus qui ont lieu quand on fait confiance à quelqu'un, ou des processus en lien avec l'autorité épistémique.
Et pour Goldman, il va nous dire l'autorité épistémique, c'est quoi? C'est le rayonnement d'un expert qui a un ratio de succès épistémique très élevé. Quelqu'un qui à 99% du temps a raison, il va avoir une certaine autorité épistémique. Mais on peut lui dire, c'est pas ça l'autorité épistémique. Dans la vie de tous les jours, on ne constate pas une autorité épistémique par rapport aux résultats. Il y a d'autres mécanismes pour expliquer cette autorité épistémique. Donc, il y a une assimilation de la croyance vraie à la connaissance chez Goldman, c'est un problème qui est bien connu. Donc, pour lui, la croyance vraie et la connaissance, c'est pas si différent de ça. Il a écrit un article pour défendre cette position avec Olson. Et la notion de valeur épistémique, elle a des difficultés à être retranscrite dans ce cadre-là. En particulier, il y a le problème de la valeur de la connaissance qui est difficile pour Goldman, d'avoir une valeur particulière à la connaissance par rapport à la croyance vraie. C'est pas évident du tout, et même il ne voit pas où est-ce qu'il y aurait besoin d'une valeur particulière. D'où les critiques qui ont pu être menées par Zabzewski avec l'exemple, par exemple, de la tasse de café, comme quoi une tasse de café issue de processus non fiables aurait, pour Linda Zabzewski, la même valeur qu'une tasse de café issue de processus fiables. Et ça pose un problème si on applique cet exemple à la connaissance. Une croyance vraie n'a pas la même valeur qu'une connaissance. Et en fait, je pense que l'épistémologie fiabiliste telle que présentée, l'épistémologie sociale fiabiliste, elle est motivée en fait par des critères un peu bayésiens. En fait, Goldman veut pouvoir utiliser cette épistémologie sociale pour pouvoir faire des simulations, utiliser des outils computationnels pour analyser l'expertise. Et là, dans ce cas-là, c'est assez simple parce qu'on peut vérifier de manière assez automatique si les connaissances, la croyance des experts débouche sur des vérités ou des propositions fausses. Et on peut pondérer dans un modèle ce fait avec un critère d'autorité épistémique, un critère de confiance à donner. Donc ça, c'est le but un peu de Goldman. Mais ce but-là le condamne à ne pas pouvoir expliquer d'autres notions qui sont moins naturalisables, comme la confiance et l'autorité. Du coup, on peut se demander maintenant, on peut revenir sur la question du départ, et se demander qu'est-ce qui fait que l'épistémologie fiabiliste de Goldman peut prétendre à être une philosophie de la connaissance aujourd'hui. La réponse, c'est que c'est pas simple, et le problème, c'est la méthodologie qui est naturalisée de Goldman, qui lui fait s'intéresser à des questions qui ne sont plus des questions d'épistémologie, mais qui sont plutôt des questions de degré de confiance, et la confiance n'est plus définie en termes de sens commun. Donc c'est le parti pris de naturalisation de l'enquête épistémique qui pose problème. Les notions épistémiques courantes sont redéfinies en termes fiabilistes, et elles ne correspondent plus à notre usage. Donc on n'est plus dans une méthode d'analyse conceptuelle. Le but, c'est plus de proposer une définition de la connaissance, même si Goldman en propose une en termes de fiabilité, mais ça devient plus le but dans l'épistémologie sociale. Le but, c'est d'essayer d'identifier des pratiques fiables ou pas fiables en vue de la connaissance avec des outils qui peuvent être des outils computationnels. Donc, pour moi, on peut défendre plutôt la position que l'épistémologie sociale fiabiliste, c'est une nouvelle discipline, même si Goldman ne veut pas que ce soit une nouvelle discipline. Mais les méthodes qu'il utilise, la manière dont il explique les processus de génération de croyances, vont plutôt vers la position d'une épistémologie sociale comme une nouvelle discipline, avec potentiellement de nouveaux outils, peut-être une extension de l'épistémologie. Mais en tout cas pas une sorte d'identification de l'épistémologie sociale à l'épistémologie traditionnelle. Donc, là j'ai remis, j'en ai parlé, donc c'est le préservationnisme et l'expansionnisme, qui sont des positions que Goldman adopte, surtout le préservationnisme, sont mises à mal par la notion centrale de fiabilité qui modifie les débats en épistémologie. Maintenant, est-ce qu'on peut développer une épistémologie sociale qui serait non fiabiliste? Donc c'est une question ouverte. Est-ce qu'on peut développer une épistémologie sociale qui rendrait proprement compte de notions telles que la confiance et l'autorité ou d'autres notions qui sont proprement sociales et proprement épistémiques à la fois? Donc, déjà, il faut faire une précision. Peut-être qu'on devrait parler plutôt d'épistémologie sociale, au pluriel, que de l'épistémologie sociale. Parce qu'il peut y avoir différents courants par rapport aux positions qu'on adopte. Il y a une base en philo de la connaissance. Si on est internaliste, par exemple, c'est dur de vouloir faire de l'épistémologie sociale parce qu'on va considérer que la croyance
la connaissance dépend de la justification interne à un sujet, et cette justification-là, elle ne fait pas forcément intervenir des interactions. En tout cas, la justification ne fait pas intervenir des interactions, même si les croyances du sujet peuvent être conçues par une interaction. Donc, si on adopte un externalisme, un anti-réductionnisme, et qu'on reste dans une attitude normative, que Pascal Engel peut appeler alétisme, à ce moment-là, on a une base pour développer une épistémologie sociale, mais on a une base qui est large. On peut avoir différentes théories. Donc on peut parler de différents types d'épistémologie sociale, et des types d'épistémologie sociale qui sont toutes normatives. Et un des problèmes qu'on a vu pour l'épistémologie fiabiliste, sociale fiabiliste, c'était de se centrer uniquement sur les processus. On pensait le débat en termes de processus fiables ou non fiables. Donc on peut penser que on peut sortir de l'écueil du fiabilisme en se recentrant sur l'agent épistémique. Parce qu'on n'arrivait plus à donner une signification correcte à la notion de confiance, par exemple, parce qu'on ne pensait plus la confiance en termes de confiance attachée à un individu. On pensait la confiance en termes de propension au vrai. Donc, quelle serait une épistémologie sociale centrée sur l'agent, non plus sur les processus? Ce serait, il y a plusieurs candidats, je vais prendre le candidat de l'épistémologie des vertus. Donc la notion de vertu, concevoir la connaissance comme étant le résultat de l'exercice de certaines vertus intellectuelles, c'est une solution qui est développée par Greco, Zabzewski et d'autres, dans des courants d'épistémologie de vertu différents, que je ne vais pas aborder ici, mais c'est une des conceptions pour développer une épistémologie sociale. Pourquoi? Parce que la notion de vertu, elle est centrée sur l'individu, c'est un agent, donc pas un sujet, mais un agent qui va être vertueux ou vicieux, et qui va développer ou non des croyances épistémiques, des connaissances, qui vont s'avérer des connaissances, par l'exercice de vertu. Donc, on va plus loin que l'épistémologie sociale fiabiliste, parce qu'on a un refus du volontarisme dogmatique. C'est pas forcément parce qu'on a une croyance qu'on peut agir sur cette croyance, parce que cette croyance est le résultat de notre contexte social et intellectuel, mais on a un cadre qui permet de rendre compte de ce contexte. Et le deuxième avantage, c'est un avantage qui est très important pour l'épistémologie sociale, c'est le caractère intrinsèquement social de la notion de vertu. On ne peut pas concevoir une vertu en dehors d'un certain nombre d'interactions, d'une importance du groupe. La vertu ne peut pas être modélisée, ça n'a pas d'intérêt. C'est une vertu qui est une disposition à l'action conçue par un ensemble, l'éducation, un ensemble de déterminismes sociaux et de réflexivité de la part de l'agent. Donc on a deux manières de voir les choses. Si je remets le fiabilisme, l'objectif c'est d'identifier de bonnes pratiques épistémiques, de vérifier la croyance, de fournir un guide à l'action. On a un côté prescription. L'épistémologie des vertus, à la place, c'est de décrire de manière correcte un état de fait, une croyance, d'expliquer la génération des croyances, donc, qui est normative, par l'exercice de certaines vertus. On voit qu'il y a un problème avec l'épistémologie des vertus, c'est que le côté guide à l'action et prescription, qui était très intéressant dans l'épistémologie, dans le fiabilisme, pour développer l'épistémologie sociale, ce côté-là a un peu disparu du côté de l'épistémologie des vertus. Et en particulier, quelque chose sur lequel Craig a travaillé n'apparaît plus. Donc, Craig nous dit « Le but principal du concept de connaissance, c'est d'identifier les bonnes informations, les bonnes sources d'informations, dans un but pour les utiliser dans des raisonnements pratiques. » Donc on peut présumer que toute communauté a un intérêt à l'évaluation des sources d'informations. Le concept de connaissance en lui-même, c'est un concept qui est utilisé pour marquer, identifier les sources d'informations. Et on peut se demander, est-ce que l'épistémologie sociale vertuiste permet cette fonction sociale, cette fonction prescriptive de guide à l'action dans notre société? Et il semble que non, c'est une position, l'épistémologie sociale vertuiste, une position qui est plutôt théorique, même si elle est sociale au niveau théorique, il y a un côté pratique qui a semble-t-il disparu. Donc, dans le temps il me reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Dans les 5 minutes qui me restent, je vais essayer de développer des pistes pour concevoir une épistémologie sociale non fiabiliste qui éviterait le problème de prescription, donc qui pourrait permettre la prescription, qui pourrait être un guide à l'action. Et ma solution, c'est une solution qui est méthodologique. C'est pas vraiment une solution, hein, c'est pas un argument, c'est juste une piste de réflexion. Donc,
Le point de départ, c'est que l'épistémologie sociale vertuiste ne peut pas prescrire efficacement. Et pourquoi? C'est parce on identifie difficilement les vertus, quelles sont les vertus intellectuelles, et on les applique de manière difficile. Si quelqu'un nous demande, voilà, je suis le novice, je dois choisir entre des experts, et qu'on lui dit, sois vertueux et sois tolérant, par exemple, ça ne va pas l'aider dans sa décision, parce qu'il aura du mal à transcrire ça en acte. Donc comment transcrire l'explication vertuiste de l'épistémologie sociale en acte? C'est le problème que je me pose maintenant. Et c'est pas parce que l'épistémologie des vertus est théorique qu'elle ne permet pas d'expliquer des situations concrètes. On peut expliquer a posteriori, on peut dire, voilà, dans cette situation-là, j'ai fait confiance à telle personne, j'aurais pas dû parce qu'en fait, il était vicieux intellectuellement et je le savais, ou j'aurais dû faire ça dans telle autre situation parce que j'aurais plutôt dû être tempérant, par exemple. On peut utiliser ces vertus a posteriori dans l'explication, la rationalisation de nos actions. Par contre, on a du mal à l'utiliser a priori dans la décision et dans le guide à l'action. Donc, je vais essayer de soutenir l'idée que la description fidèle à l'aide de vertus peut déboucher quand même sur une normativité pratique qui prendrait la forme de recommandations en épistémologie sociale. Et je vais prendre un étude de cas qui est celui de Wikipédia. Donc Wikipédia, vous connaissez tous cette encyclopédie en ligne. Donc c'est une communauté épistémique. C'est une communauté épistémique qui fonctionne. Alors quand je dis qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'elle permet à un certain nombre de personnes, qui est un nombre important de la population, c'est une source populaire d'informations et de connaissances, même si forcément on peut aussi trouver des choses qui ne sont pas des connaissances dans Wikipédia. On pense souvent que Wikipédia, c'est une encyclopédie qui fonctionne sur elle-même sans véritablement de règles, mais il y a quand même des règles, il y a 5 piliers, il y a des principes fondateurs, il y a des guides de conduite, des recommandations, des comités d'arbitrage quand il y a un désaccord entre deux contributeurs. Donc il y a un ensemble d'outils en vue de la connaissance. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir rendre accessible la connaissance. Et il y a un ensemble de pratiques épistémiques, il y a des discussions, des débats dans cette encyclopédie. Et récemment, il y a tout un projet en épistémologie pratique, en épistémologie appliquée, qui veut s'intéresser à Wikipédia. Ils ont appelé ça la wikipistémologie, c'est Don Fallis qui a théorisé ce terme. Et le but, c'est d'étudier l'épistémologie, avec les outils de l'épistémologie sociale, des choses comme Wikipédia, mais d'autres choses d'Internet et du web en même temps. Donc, je vais utiliser la notion de modèle épistémique que je définis de manière assez simple. Pour moi, un modèle épistémique, c'est un ensemble de comportements, de pratiques ou d'idées. Ça peut être implicite, ça peut être explicite, et c'est des idées donc, épistémiques en vue de la connaissance. Donc le modèle épistémique, c'est différent de la modélisation. La modélisation, ça consiste à détacher les structures essentielles de la réalité, tout en la simplifiant suffisamment pour en permettre l'étude par des outils computationnels. La modélisation, c'est pas du tout pareil. La modélisation, c'est une étude de cas concret. Donc on ne cherche pas à idéaliser, on cherche plutôt à décrire des pratiques quotidiennes. On peut identifier un modèle explicite de Wikipédia et un modèle implicite. Le modèle explicite, c'est la manière dont on est censé contribuer à Wikipédia. Le modèle implicite, c'est la manière dont on contribue véritablement à Wikipédia. Et il peut y avoir une différence entre les deux. Et je soutiendrai qu'il y a une différence entre les deux. Donc, on peut essayer d'expliquer Wikipédia avec des termes fiabilistes. Donc là, je me place dans la posture d'un épistémologue social qui a différents outils conceptuels à sa main. Il a la théorie fiabiliste, il a la théorie vertuiste, et il essaye d'expliquer Wikipédia. Si j'essaye d'expliquer Wikipédia en termes fiabilistes, je vais considérer que Wikipédia cherche à sécuriser des processus fiables, et ces processus fiables, ça va être le fait, par exemple, de ne pas faire de distinction entre les contributeurs. Ça va être de publier de manière anonyme. Ça, pour Wikipédia, c'est des processus fiables par rapport à son système. Parce qu'il va y avoir des processus d'autocorrection, des processus de vérification a posteriori. Et l'idée, donc les deux caractéristiques principales, c'est que c'est une encyclopédie qui est bottom-up. C'est Sanders qui est ça, qui est un des cofondateurs de Wikipédia avec Jimmy Wales. Bottom-up, ça veut dire c'est une encyclopédie ascendante. On va du bas vers le haut. Ce n'est pas les experts qui écrivent les articles pour le peuple ou pour la base, c'est la base qui écrit les articles pour elle-même. Et tout le monde peut écrire. Et donc le principe épistémique qui est derrière ça, c'est la sagesse des foules. Et on va produire un résultat qui est plus fiable en étant 100, 1000 et en s'auto-corrigeant, même si
personne dans ces 100 000 non-experts, véritablement, qu'avec une ou deux personnes qui sont experts, mais qui vont être susceptibles d'être biaisés, de se tromper, etc. Donc, le projet de Wikipédia, c'est un projet qui est égalitaire. Et donc, si on voit ça en termes fiabilistes, donc il y a un ensemble de processus, peu importe qui contribue, seule la manière de contribuer compte. Et on considère qu'il y a des connaissances dans Wikipédia à partir du moment où il y a des informations qui ont été générées par un processus fiable. Une page Wikipédia qui est en place depuis longtemps, on va considérer que c'est des connaissances parce que le principe d'autocorrection permanente a eu le temps de se mettre en place. On va considérer que ce qui est sur cette page est véritablement une connaissance. Donc maintenant, on peut se demander s'il n'y a pas un modèle implicite de Wikipédia. Et alors, je n'ai pas le temps de prendre un exemple, mais il y a un exemple d'une guerre d'édition. Sur ma page web, il y a un article qui décrit ce cas, si vous voulez aller plus loin. Donc, je vais juste essayer d'imaginer comment on peut voir Wikipédia en termes d'épistémologie des vertus. Dans le terme d'épistémologie des vertus, on va essayer de se centrer sur les contributeurs. Et un contributeur peut contribuer de manière pertinente ou non, et constructive ou non. Un contributeur qui contribue de manière constructive, pertinente, on peut penser qu'il va développer des vertus, donc des dispositions, des compétences, et que l'exercice de cette vertu va se manifester par son historique sur Wikipédia. Dans Wikipédia, on peut voir toutes les modifications de tout le monde. Donc, dans le cas d'une guerre d'édition, souvent ce qui est fait, une activité qui est courante, c'est de regarder les protagonistes de cette guerre d'édition. On va dire, il y a un désaccord épistémique entre deux personnes. Voilà, d'un côté, on a quelqu'un qui participe régulièrement, de manière pertinente, constructive, qui a démontré une sorte de forme d'expertise. Par exemple, il publie souvent sur un domaine, donc on peut penser que ça l'intéresse, qu'il y a une forme d'expertise. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a démontré une absence d'intérêt pour par exemple, le respect de certaines règles de Wikipédia, qui a démontré que son but, ce n'était pas de construire des connaissances fiables, mais c'était plutôt de faire la promotion d'un tel ou un tel. Et voilà qu'il a pu démontrer une sorte de parti pris. Et l'identification de ces deux positions nous aide à résoudre le débat. Donc, dans Wikipédia, en fait, même si le modèle explicite, le modèle qui est décrit dans Wikipédia, qu'on entend tout le temps, c'est un modèle qu'on peut qualifier de fiabiliste, ce qui ne fait pas intervenir l'agent, le modèle, quand on essaye d'étudier Wikipédia plus précisément, c'est plutôt un modèle qui est proche de l'épistémologie des vertus, parce qu'il y a des notions de confiance. Par exemple, un contributeur très expérimenté qui va faire une suggestion, il va avoir beaucoup plus de chances de voir sa suggestion déboucher sur quelque chose qu'un nouveau venu qui va dire « il faudrait modifier ça ». Donc il y a un ensemble d'évaluation du caractère des personnes qui contribuent sur Wikipédia. Donc, et on peut comprendre ça en termes de vertus. Donc, je vais passer assez vite. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, je vais juste conclure. Donc, en fait, si j'essaye de résumer ce que j'ai voulu faire, au départ, j'ai essayé de montrer que la combinaison du fiabilisme et du véritisme que Goldman propose, ça débouche sur un problème. En fait, ça sépare l'épistémologie sociale de questions classiques en épistémologie. Et principalement parce qu'on a des problèmes d'identification de croyances vraies et de connaissances. On sépare aussi l'agent connaissant de la connaissance. Quand on raisonne en termes de fiabilité des processus, du fiabilisme de processus. Et ça, on a un problème pour expliquer la notion de confiance et d'autres notions. Ensuite, j'ai essayé de montrer qu'il y a une alternative au fiabilisme pour développer une épistémologie sociale. Ça peut être l'épistémologie des vertus. Et cette épistémologie, elle rend compte de manière convaincante, même si c'est une manière théorique, de notre environnement épistémique. Mais le problème de cette épistémologie des vertus, des épistémologies sociales vertuistes, c'est qu'elle ne prescrit pas. Elle n'est pas un guide à l'action. Comment on pourrait la considérer comme un guide à l'action par une sorte de méthodologie qui est une méthodologie d'étude de cas. J'appelle ça une méthodologie de modèle épistémique. Et l'idée, ce serait de faire des allers-retours entre la pratique et la théorie en développant une théorie et en essayant de voir comment elle s'applique dans l'étude de cas concrets tels que Wikipédia. Je défends par exemple l'épistémologie des vertus, je vais essayer d'expliquer Wikipédia et je vais voir en parallèle la manière dont on explique Wikipédia si on est fiabiliste, fondationaliste, cohérentiste. Et il y a des explications, des théories qui vont forcément déboucher sur des explications qui ne vont pas. Et à mon avis, ça peut être un guide pour remettre en cause la théorie ou des parties de théorie. Donc des allers-retours entre pratique et théorie. Donc au final,
ma position finale, c'est que la véritable épistémologie sociale, ou au pluriel, des épistémologies sociales, elle ne doit pas remplacer ou prolonger l'épistémologie. Au contraire, elle se veut un système cohérent de thèses qui prennent en compte le caractère social de la connaissance. On a vu externalisme, antiréductionnisme, etc. Le problème, c'est un problème de concilier la normativité théorique de l'épistémologie et la normativité pratique que veut défendre l'épistémologie sociale. Et ça, on peut peut-être la résoudre avec la question de l'analyse des modèles et l'étude de cas. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu trop lancé. Nous écoutons maintenant Jacques Vollet, qui depuis hier est toujours à l'Université de Genève. Donc merci Pierre pour cet exposé. Alors, donc je vais faire très rapidement sur les questions. Donc tout d'abord, j'ai une question donc, juste de clarification. Donc il semble que tu soulèves l'idée que la manière dont Goldman répond aux problèmes des experts, hein, avec l'idée d'évaluer finalement par l'idée d'un rapport entre les succès et erreurs passés d'un expert, j'ai cru comprendre que tu penses que ça pose un problème pour le modèle fiabiliste de Goldman. D'accord ? Donc moi, il me semble que, d'une certaine manière, quand même, le processus d'évaluer la parole d'un expert en fonction du nombre donc, de prédictions vraies qu'il a pu faire dans le passé, ça a un lien quand même avec la question de savoir si l'expert est fiable. Donc j'ai un petit peu du mal à voir en fait pourquoi exactement ça remettrait en cause ce modèle fiabiliste de départ. D'accord. Et ensuite, peut-être lié à ça, donc j'ai eu des problèmes à comprendre un petit peu quand tu disais que Goldman assimilait par exemple la croyance vraie à la croyance, la croyance vraie à la connaissance, ou des choses comme ça. Donc là, j'ai pas très bien compris juste ce point. Et ensuite, bon, rapidement, juste un problème après plus général sur le projet hein, d'étudier des modèles épistémiques, des modèles épistémiques donc, tels que ceux qui sont mis en place dans Wikipédia. Comment ça pourrait nous aider, disons, à départager quelle est la bonne théorie, quelle est la bonne théorie épistémologique. Donc j'ai le sentiment que derrière ton approche, il y aura un argument du type suivant. Donc tu vas me dire si c'est un argument que tu prends ou pas. Donc l'idée, ce serait de partir de l'idée que si un modèle épistémique décrit mieux une pratique, par exemple en faisant appel à la vertu des individus, plutôt qu'en faisant appel au fiabilisme du processus, alors c'est un argument en faveur de la théorie épistémologique, qui implique que ce modèle épistémique décrit produit des connaissances. Autrement dit, tu dis, bon, bah, si grâce au modèle des vertus, je peux expliquer comment il est possible que Wikipédia produise des connaissances, alors c'est un argument en faveur de l'épistémologie des vertus, quelque chose comme ça. Donc, après, le deuxième prémisse serait on rend mieux compte du modèle de fonctionnement de Wikipédia en faisant appel à la notion de vertu, plutôt qu'en utilisant l'idée de processus fiable. Donc, l'épistémologie des vertus a un avantage sur le fiabilisme, en vertu de ce qu'on peut décrire dans Wikipédia. Ce serait quelque chose comme ça. Si c'est l'argument, alors j'ai deux questions. La première, c'est que nos pratiques, en fait, sont multiples. Donc, il y a Wikipédia, mais il y a beaucoup d'autres types de systèmes. Donc, peut-être l'épistémologie des vertus décrirait mieux le cas de Wikipédia et le fiabilisme du processus mieux une autre pratique, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on peut faire des généralisations de ce type à partir de la description de ce genre de cas? Et le deuxième problème, il est plus général, c'est que je ne vois pas tellement comment on peut tirer des conclusions normatives simplement à partir de la description d'un système. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est présupposer que Wikipédia produit des connaissances. Donc, il faut déjà avoir une théorie de la connaissance. Et je ne vois pas comment cette théorie de la connaissance pourrait être ensuite modifiée par ce qu'on peut trouver dans Wikipédia. Donc là, j'ai un petit problème, il me semble, à comprendre quelle pourrait être l'utilité finalement de décrire des modèles épistémiques pour nous informer sur la question traditionnelle de qu'est-ce que la connaissance, comprise comme une question normative en fait. D'accord, merci Jacques, c'est des questions très intéressantes. Donc il y a 3 questions, dont la troisième sous-divisée en 2 questions. Donc la première question, c'est sur le fiabilisme. Alors rappelle-la-moi parce que je l'ai oublié. Donc c'était comment est-ce que la réponse de Goldman au problème des experts remet en cause d'une certaine façon sa conception précédente des processus fiables. Oui, donc j'ai bien compris. Oui, alors tu me disais que le côté analyse des processus, des insuccès ou des succès épistémiques, c'est quelque chose qui est pertinent dans l'identification d'experts ou de non-experts. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Le fait
d'analyser si les experts, donc on a un expert A, un expert B, le fait de savoir que l'expert A, par exemple, s'est trompé majoritairement dans le passé, ça doit être pris en compte dans l'enquête épistémique. Mais là, en fait, le cas est quelque part un cas théorique idéal, parce qu'on ne connaît rien sur les experts, c'est deux personnes sans plus d'informations. Et là où je voulais aller plus loin, c'est que de manière concrète, on va avoir d'autres processus que ça. On va avoir des processus de confiance, si on se centre uniquement sur la fiabilité des experts par leur succès ou insuccès épistémique, on va ne voir qu'une partie du problème. Parce qu'il faudra aussi, alors c'est une solution parmi d'autres, mais il faudra aussi considérer d'autres solutions. Et en fait, pour répondre de manière un peu différente, ça ne me pose pas trop de problème la manière dont Goldman résout. Il ne pense pas que c'est une solution au problème du novice et des experts. Mais il nous dit, si on est confronté à un problème du type du problème novice des experts, à ce moment-là, on a 4 solutions possibles et il faut utiliser sans doute une combinaison de ces 4 solutions. Après, ce qui me dérange, c'est qu'est-ce que formuler la 4e solution sous-entend. Et formuler la 4e solution sous-entend que ce qui est important, c'est l'accès à la vérité uniquement et la propension à dire le vrai. Et c'est le fait de dire ça qui me pose problème, parce que ce qui est important, c'est pas seulement d'accéder à la vérité, mais c'est aussi d'avoir des connaissances pour l'épistémologie. Et le fait d'assimiler vérité et connaissance dans ce cas-là, et de n'évaluer que la propension au vrai, ça nous fait passer à côté de choses, je pense. Donc du coup, je réponds en même temps à la deuxième question. Tu me disais, tu voyais pas trop le problème entre croyance vraie et connaissance, c'est ça? Je ne voyais pas comment Goldman, pourquoi le fait qu'il faisait ça, conduisait à assimiler la croyance vraie à la connaissance. Puisqu'il s'agit pour moi toujours de se baser sur quelque chose de fiable, c'est-à-dire des experts qui sont évalués comme fiables sur la base de leur... Alors, donc ça reste une forme de fiabilité. Après, je suis pas le fait de centrer l'analyse épistémique des experts sur leur propension à accéder à la vérité, ça veut dire que s'ils sont épistémiquement pertinents, ça veut dire c'est parce qu'ils ont accédé à la vérité, c'est pas parce qu'ils ont des connaissances, c'est parce qu'ils ont accédé à la vérité. Après, l'assimilation croyance vraie connaissance, c'est quelque chose que Goldman assume. Le fait qu'ils ont accédé à la vérité plus souvent est vraisemblablement parce qu'ils sont fiables. Donc parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'en fait ces croyances vraies sont des connaissances. Oui, mais c'est pas la même chose. Le fait d'avoir des croyances vraies et d'avoir des connaissances, c'est comme je vous dis, il y a des cas avoir une croyance vraie par hasard. À ce moment-là, on n'a pas de connaissances et on ne peut pas être sûr qu'on n'est pas dans ce cas-là. Alors statistiquement, bien sûr, on peut diminuer le nombre de ce cas-là, mais théoriquement, ça pose toujours un problème. Et pour la troisième question, donc c'est sur la dernière partie, sur l'analyse de modèles. Donc, il y avait un ensemble de questions intéressantes qui me disaient comment le fait d'avoir des modèles, on peut avoir différentes études de cas sur Wikipédia, sur autres, on a différentes manières de voir les choses, et on va essayer d'expliquer ça avec différentes théories, mais c'est pas parce qu'on peut l'expliquer avec une théorie que l'autre théorie ne peut pas l'expliquer. Alors, je vais essayer de répondre d'une certaine manière. En fait, bien sûr, il y a un présupposé, dans ce que j'ai dit, il y a le présupposé que Wikipédia permet d'accéder à des connaissances, qu'il y a des informations qui sont pertinentes et on peut connaître par Wikipédia. Mais si on est prêt à rejeter ça et à rejeter d'autres choses, ça veut dire qu'on dissocie la notion de connaissance de l'appréhension pour le sens commun de ce qu'est la connaissance. Parce que si on dit qui est le président de la République française et que tu regardes sur Wikipédia et que tu me réponds, on va dire que tu as une connaissance grâce à Wikipédia sur ce sujet-là, si on considère la connaissance propositionnelle. Donc, il y avait 2 questions. Est-ce que tu peux répéter la... Donc, la seconde, c'était en gros, donc comme tu l'as dit toi-même, tu présupposes que Wikipédia produit des connaissances. Ouais. Donc implicitement, tu as assumé qu'il y avait... tu as assumé déjà une théorie de la connaissance, en fait, en assumant ça. Et donc la question, c'est comment, du coup, après l'étude de Wikipédia, pourrait modifier ta théorie de la connaissance, puisque par définition, tu es d'accord pour dire que Wikipédia produira des connaissances. Donc alors, je vois pas l'aller-retour me paraît difficile. Donc je suis d'accord pour assumer le fait que je présuppose que Wikipédia produit connaissances. Après, l'aller-retour entre la théorie et la pratique, c'est simple. Je vais dire, une théorie qui n'arrive pas à expliquer que Wikipédia produit connaissances alors que le sens commun nous dit que Wikipédia produit connaissances, et c'est quelque chose qu'on a du mal à rejeter.
c'est du coup une théorie à laquelle il manque quelque chose. Si on prend une théorie fondationnaliste simple, grossière, et qu'on essaye d'expliquer Wikipédia de cette manière, on ne va pas arriver à expliquer plein de processus, on va passer à côté de plein de choses, et au final, on ne trouvera pas pourquoi les connaissances pourquoi Wikipédia marche, pourquoi c'est populaire, et pourquoi c'est une source d'information dans notre société. Donc, si on veut expliquer de manière pertinente, eh ben, il va falloir avoir la théorie qui a les bons outils conceptuels pour expliquer cela. Je ne sais pas si ça répond.